Bonsoir, merci d'être présent à ce débat du Festival international de géographie. Le sujet ce soir, énergie renouvelable, énergie d'avenir. Évidemment, c'est un sujet qui a le vent en poupe partout dans le monde. Nos intervenants vont vous expliquer pourquoi, comment, dans quelle mesure. Il y a eu des petits changements par rapport au programme que vous avez eu. Donc c'est Michel Desaix, qui est géographe au LOTER, laboratoire de géographie de l'Université de Lorraine, qui remplace au pied levé Madame Mérène. Patrick Gaufre, directeur territorial à GRDF, territoire lorrain. Et Colline Lemeignan de Alter Alsace Énergie sont là pour discuter avec vous de ce sujet. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Michel Desaix, qui va vous faire une présentation générale du sujet. Voilà, bonjour à tous. Donc effectivement, c'était ma collègue de Belgique, Madame Mérène, qui devait faire cette présentation, alors qui n'a pas pu venir, donc qui est une grande spécialiste des questions énergétiques et que vraiment je respecte beaucoup. Donc elle a préparé le PowerPoint qu'elle m'a transmis. Et bon, je connais très bien aussi ce sujet par ailleurs. Donc l'idée, c'est de faire une petite mise au point sur l'importance des énergies renouvelables dans le monde. Et puis, on verra plus spécifiquement pour la France. Tout ça en une dizaine de minutes. Alors, on peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc, tout d'abord, un premier tableau qui montre, en fait, j'allais dire le monde des énergies renouvelables. Il y a des sources, en fait, très variées, de l'hydroélectricité au solaire, en passant par l'éolien. Alors, il y a le solaire, d'ailleurs, thermique et le solaire photovoltaïque, les pompes à chaleur, la géothermie. Et en fait, certaines de ces sources d'énergie permettent de produire de l'électricité et finalement, on s'en sert que pour ça, comme l'éolien. D'autres sources d'énergie, donc c'est plutôt de la chaleur, bien entendu, comme le solaire thermique ou les pompes à chaleur. Certaines sources d'énergie permettent à la fois donc, de produire soit de l'électricité suivant la façon dont on va l'utiliser, soit de la chaleur, et puis sont ensuite donc, compatibles ou non avec les transports. Donc c'est cette petite classification que vous avez sous les yeux pour montrer finalement la très grande variété de ces sources d'énergie. Donc, diapo suivante. Alors ça, c'est le panorama en fait des ressources énergétiques dans le monde. Ça, c'est la situation en 2018. Alors, je regarde d'un peu près, parce que j'ai un peu de mal à voir de près maintenant, sans lunettes en fait. Donc, alors, ce qu'on voit évidemment très bien, c'est que la consommation d'énergie dans le monde, donc elle est absolument gigantesque. Vous avez à peu près aujourd'hui, c'est l'équivalent de 14 milliards de tonnes équivalent pétrole. Donc on voit à quel point, évidemment, les sources d'énergie fossiles prédominent, puisque ça représente quasiment, je parle des sources d'énergie carbonées, le charbon, le pétrole et le gaz naturel, à peu près 80% de la consommation d'énergie dans le monde. Et là-dedans, les sources d'énergie renouvelables, finalement, ça représente un peu plus de 13%, avec une forte prédominance de la biomasse. Et alors, il faudrait insister là-dessus, c'est de la biomasse, ce que je pourrais appeler de la biomasse traditionnelle, qu'on trouve largement prédominante dans les pays en développement, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément la biomasse qu'on souhaite développer finalement dans le cadre de la transition énergétique, puisque ces sources, l'exploitation ou la surexploitation du bois de feu, par exemple, dans les pays pauvres, ces sources de déforestation. Et donc finalement, dans ces énergies renouvelables, évidemment, il n'y a qu'une petite part, si je puis dire, qui correspond aux sources d'énergie renouvelables, en quelque sorte modernes, celles qui se sont développées, notamment là récemment, comme l'éolien ou le solaire. Donc, vous voyez que la part est extrêmement faible. Alors, la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'est la composition des ressources énergétiques renouvelables, donc telles qu'elles sont utilisées dans le monde. Donc on voit évidemment l'écrasante domination de la biomasse. Après, autrement, c'est beaucoup l'hydroélectricité, quand vous pensez à tous ces grands barrages qui se sont multipliés à une allure d'ailleurs tout à fait phénoménale dans la deuxième moitié du XXe siècle et encore au début du XXIe siècle dans les pays émergents, notamment la Chine en particulier.
qui est de très loin dominante dans ce monde. Donc finalement, les sources d'énergie, donc type éolien que vous voyez là, hein, wind et solaire, vous voyez, ça représente une part vraiment tout à fait faible. Hein. Donc suivante. Alors, après ça, c'est les usages en fait des sources d'énergie renouvelables. Donc on voit que en fait, c'est largement soit pour la production d'électricité, hein, soit pour la production de chaleur domestique finalement. Et les autres destinations de ces sources, comme l'industrie, ça représente quelque chose quand même de relativement faible, sauf par l'intermédiaire, évidemment, éventuellement des usages de l'électricité. Donc, diapo suivante. Alors, par contre, ce qui est le plus spectaculaire peut-être en ce début de 21e siècle en particulier, c'est les taux de croissance des sources d'énergie renouvelables, ce que j'appelle quelque part les nouvelles sources d'énergie renouvelable, hein, comme justement le photovoltaïque ou l'éolien. Donc c'est ces sources-là, hein, qui ont eu les taux de croissance, vous voyez, les plus élevés pour la période même entre 1990 et actuellement, mais c'est beaucoup accéléré vraiment avec l'entrée dans le 21e siècle, hein, quelque sorte, c'est un peu symbolique. Et même pour le photovoltaïque en particulier dans les toutes dernières années, quelque chose dont je parle en cours d'ailleurs avec mes étudiants, il y a une accélération du photovoltaïque en particulier tout à fait impressionnante, notamment au départ, en 2010, hein, entre 2000 et 2010, donc ça s'était développé beaucoup en Europe, dans des pays comme l'Allemagne en particulier, ce qui est un peu paradoxal par rapport aux ressources, mais aussi secondairement un peu en Espagne, dans un certain nombre de pays, ou l'Italie par exemple. Et puis ensuite, passé, je dirais, 2010, après ça s'est énormément développé. Alors, par exemple aux États-Unis, mais surtout en Chine, hein, qui là aussi a des capacités maintenant extrêmement importantes, ou en Inde. Aujourd'hui, ça se développe beaucoup, très rapidement, hein, dans les pays émergents. Un peu comme d'ailleurs, d'une manière générale, la consommation d'énergie, même fossile, bien entendu. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors là, il faut que je reprenne mes lunettes parce que j'ai du mal à lire les diapos. Donc ça, oui. Là, ça, c'est la partie, en fait, production d'électricité, hein, puisque là, jusqu'à présent, on a vu, finalement, la consommation d'énergie fossile, hein, tous usages confondus. Alors, quand on regarde les sources d'énergie qui permettent de produire l'électricité dans le monde, donc on retrouve la domination des énergies fossiles, mais finalement dans une moindre mesure, hein, puisque vous voyez que là c'est essentiellement le charbon et le gaz, donc qui représentent quand même à peu près 60% de la production. Le pétrole est extrêmement peu utilisé dans le monde maintenant pour la production d'électricité. Après, vous avez le nucléaire. Et puis les renouvelables, là, ont une part nettement plus importante. Hein, c'est à peu près le quart aujourd'hui de la production d'électricité, avec une très forte domination toujours de l'hydroélectricité. Mais là aussi, les choses évoluent quand même très rapidement. Hein. On voit que la part du solaire, de l'éolien, reste quand même nettement en deçà. Mais en fait, on est parti de rien. Pratiquement en 2000, il n'y avait pas grand-chose, hein, au niveau mondial en tout cas. Donc, diapo suivante. Donc là, alors un petit focus sur la France. Quelle est la situation en France? Alors, vous avez en haut le fromage là, qui représente donc les différentes sources d'énergie pour utiliser en France. Donc finalement, la part des énergies renouvelables en France est un petit peu inférieure à la moyenne mondiale, comme vous pouvez le voir, hein, environ 11,7%. Ce qui domine évidemment, c'est le nucléaire, bien entendu, à cause de son rôle dans la production d'électricité. Et puis, vous avez le pétrole, bien sûr, hein, pour les transports. Et vous avez donc là la part des énergies renouvelables qui est détaillée dans le fromage du bas, d'où, alors en France, évidemment, comme dans beaucoup de pays, le bois, la biomasse, hein, joue un rôle évidemment quand même essentiel. Mais on voit que, alors il y a aussi l'hydroélectricité, bien entendu, ça c'est déjà, je veux dire, traditionnel, du fait de notre gros potentiel hydroélectrique, dans les Alpes, mais aussi sur certains fleuves comme le Rhin ou le Rhône. Et après, on voit que, évidemment, l'éolien commence à avoir une part un peu plus significative et qui est encore quand même nettement en deçà, ne serait-ce que de l'hydroélectricité. Il reste encore. Donc la suivante, ça sera pour justement
la production d'électricité renouvelable par filière. Donc évidemment, on voit le poids de l'hydroélectricité. Ensuite, juste après, l'éolien. Donc là aussi, quand on remonte pas très loin dans le temps, avant 2005, il n'y avait pratiquement rien comme éolien en France. Donc aujourd'hui, c'est déjà monté à peu près 30% de la part de l'électricité produite avec des renouvelables. Donc il y a une croissance qui est assez forte dans les dernières années. Après, assez loin derrière, vous voyez le photovoltaïque, et puis bon, les autres sources sont quand même très confidentielles pour le moment, comme vous pouvez le voir. Vous voyez la géothermie et puis un certain nombre d'autres sources. Alors, ça, c'est les diapos qu'avait préparé Madame Mérène. Alors, moi, j'en ai rajouté une autre, en fait, pour ensuite, voilà, la suivante. Si vous... Donc, en fait, en réalité, si on se replace à l'échelle européenne, qu'on regarde la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie, j'ai mis un certain nombre de pays européens et vous savez qu'il y a des objectifs. D'ailleurs, on est en 2020 aujourd'hui et il y a des objectifs à l'échelle de l'Union européenne qui ont été déterminés il y a une quinzaine d'années pratiquement, d'atteindre 20% de la consommation d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie. Donc en fait, j'ai fait une petite classification entre évidemment les pays qui apparaissent en vert dans le haut du tableau, qui ont déjà atteint leurs objectifs, puisque chaque pays a un objectif qui est évidemment différent en fonction de ses propres caractéristiques économiques, des ressources disponibles. Il y a des pays qui sont assez peu peuplés, comme la Suède, qui ont beaucoup d'hydroélectricité, donc pour eux, il y a un objectif qui est très élevé, mais finalement, alors, je vais dire qu'il n'est pas trop difficile à atteindre, dans le sens où finalement, ils avaient au départ beaucoup d'hydroélectricité. L'électricité en Suède, en gros, ça se résume, c'est hydroélectricité et nucléaire. Et donc avec ça, c'est pratiquement toute la production d'électricité, parce qu'ils ont un très gros potentiel. Donc, par contre, vous avez quand même d'autres pays. Donc c'est des pays assez variés qui ont atteint leurs objectifs, des pays d'Europe du Nord, donc Suède, Danemark, mais aussi des pays d'Europe centrale, ce qui peut paraître étonnant des fois, comme la République tchèque, des pays d'Europe du Sud aussi, comme l'Italie ou la Grèce. Donc en réalité, déjà en 2018, ils avaient atteint leurs objectifs. Alors il y a tout un tas de raisons aussi qui peuvent expliquer ça. Après, j'avais mis en bleu les pays qui étaient, disons, en train de l'atteindre, donc qui pourront l'atteindre là sans problème. Là aussi, on retrouve des pays d'Europe centrale, mais aussi un pays d'Europe du Sud comme le Portugal. Et puis, dans le bas du tableau, les pays qui, en 2018, étaient, comment je dirais, pas forcément en position d'atteindre leurs objectifs. Alors, c'était possible peut-être pour l'Espagne et l'Allemagne, vous voyez, mais à condition de poursuivre les efforts importants qui avaient été amorcés avant. Par contre, en 2018, quand on regardait la situation en France, Belgique, ou Pologne, Royaume-Uni, alors j'ai encore maintenu, même s'il n'est plus à terme dans l'Union européenne, mais j'ai quand même mis. Et on voyait bien qu'on était très éloigné de l'objectif. Et alors, cette année, comme il y a eu finalement cette catastrophe du coronavirus qui a fait baisser beaucoup la consommation au printemps, donc là, ce genre de situation, finalement, comme la consommation d'énergie, mais aussi d'électricité a baissé, alors peut-être que finalement, dans une certaine mesure, ça va aider à se rapprocher, voire à atteindre les objectifs, puisque mécaniquement, même sans beaucoup accroître les énergies renouvelables, ça va accroître leur proportion dans le sens où on aura de toute façon au total une moindre consommation d'électricité, donc notamment de fossiles. Et ça peut-être, il faudra voir l'année prochaine le bilan qu'on pourra faire de cela. Voilà, je m'arrête là. C'était juste pour vous donner des ordres de grandeur un peu des choses, mais on pourra y revenir après si vous avez des questions. Alors Patrick Gaufre, comme je vous l'ai dit, est directeur territorial à GRDF et donc il va vous parler du gaz, mais du gaz renouvelable, pas du gaz fossile que nous importons de différents pays et qui constitue aujourd'hui l'essentiel de notre consommation. Ouais, voilà. Bonjour, bonsoir plutôt. Voilà, effectivement, je suis le gazier de la table ronde. J'ai décidé effectivement de vous parler du gaz d'avenir. Parce qu'on a parlé beaucoup d'électricité, on a parlé beaucoup de photovoltaïque et d'autres solutions. Et c'est vrai que de prime abord, le gaz naturel, qui est une énergie fossile, elle est assez prégnante dans beaucoup d'usages. Mais l'idée générale de tout ça, c'est de la décarboner un maximum, parce qu'on sait très bien que ça va être un peu difficile de s'en passer de manière très, très rapide. Donc ce que je vous propose, c'est juste de refaire un petit panorama
de ce qu'on appelle les révolutions gazières. Alors les révolutions gazières, dans le bon sens du terme, hein, il y en a eu 3. Enfin, la toute première, c'était la première génération de gaz qu'on appelait le gaz de ville, traditionnellement, parce qu'il était manufacturé en ville. Mais bon, ce gaz présentait quand même un gros désavantage, c'est qu'il libérait du monoxyde de carbone. Et on sait que c'est quand même un gaz qui est pas ce qu'il y a de mieux, notamment même encore maintenant. On peut encore être confronté à ça quand on a des problèmes de chaudière à la maison ou d'autres émetteurs. Donc on a eu cette production qui était plutôt locale, qui s'est passée au XIXe siècle et qui a peu à peu été supplantée par les extractions et par la découverte du gaz naturel, qui porte bien son nom, puisqu'il est puisé dans la nature, en fait, en se basant beaucoup sur les infrastructures pétrolières. Donc on a eu aussi la joie en France d'avoir du gaz de France. C'était une production naturelle qui était à Lac, dans le sud-ouest. Donc on était indépendant à un moment pour une part de notre énergie, et on avait donc la possibilité de mettre en avant le fait qu'on était producteur. Ça marche ? Ouais. Voilà. Donc on a eu cette deuxième génération de gaz naturel qui est arrivée et qui est, depuis 2012, je dirais plus même 2015 maintenant, supplantée aussi elle-même par une production de gaz vert. Alors, ce gaz vert, il est... ce que je peux dire, c'est qu'il y a 2 origines sur... Est-ce que je peux retirer mon... Excusez-moi, il fait un peu chaud. En fait, il y a 2 origines pour la production de gaz vert. Enfin, 2 destinations. Il y a une destination qui peut être vers plutôt des usages électriques et des destinations plutôt qui vont vers des destinations d'injection de gaz dans les réseaux, de manière à les décarboner. Et moi, ce dont je voudrais vous parler, c'est plutôt de la deuxième solution, c'est-à-dire de l'utilisation de gaz vert pour la décarbonation des réseaux de gaz. Alors à l'heure actuelle, si on parle de cette décarbonation, on passe par un processus qui s'appelle la production de biométhane, qui est à l'heure actuelle plutôt d'origine agricole. Donc en France, si on regarde le gros chiffre qui est marqué sur la carte de France dans le sud-ouest, on est à 279 TWh. Alors ça ne vous parle peut-être pas, cette valeur, mais si on la ramène à la production actuelle en France de biométhane, on est à peu près à 1%. Alors vous allez me dire, c'est pas super ambitieux. Il ne faut pas oublier non plus ce que je vous ai dit, c'est qu'on a démarré seulement l'injection de gaz qu'en 2015. Donc on a à peu près 4 ans, avec la crise qui n'a pas aidé, on a à peu près 4 ans de recul derrière nous. On a, si on regarde en France la situation de ces unités de biométhane, 155 unités, ce qui n'est pas rien, parce que souvent on a l'impression qu'il n'y en a pas et que ça se développe assez peu. Et quand je vous parle de ces sites d'injection, ce sont des sites d'injection de biométhane dans les réseaux et non pas, comme je vous l'ai dit précédemment, des injections en cogénération sur du réseau électrique. Donc là, je suis bien sur l'objectif qu'on se donne de décarboner les réseaux de gaz. Donc là, on est à l'heure actuelle à 2,7 TWh de gaz dans les réseaux français. Donc je vous ai dit, ça fait 1%. Et si je peux être un peu chauvin, c'est ce que je disais tout à l'heure à mes collègues de la table ronde, si on regarde sur la région Grand Est, on a 31 sites et on a un petit timide 0,5 TWh, mais c'est pas rien. Et pourquoi j'ai mis Grand Est en avant, c'est que quand on regarde le nombre de projets qui apparaissent dans les zones des différentes grandes régions, on va dire, on s'aperçoit qu'il y a quand même une forte dynamique dans le Grand Est. Voilà. Alors, pour pouvoir pousser le rêve un peu plus loin, je voudrais juste vous donner un élément de cadrage sur la loi. C'est que la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, elle nous donne comme objectif d'atteindre 6 TWh en 2023. Ce n'est pas très ambitieux, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un peu mieux. C'est-à-dire que si on se projette en 2023 et qu'on regarde le potentiel France en termes de projets, alors vous voyez en bas, il y a plus de 1000 projets qui sont prévus en développement, ce qui est pas mal. Et on a donc un potentiel de 24 TWh qui nous amène en 2023 à 10% de gaz vert dans les réseaux. C'est déjà mieux que les 6% qui étaient initialement prévus par la loi. Et donc nous, on nourrit le secret espoir d'atteindre le 100% de gaz vert en 2050. Alors,
vous allez peut-être me dire, ou vous me direz peut-être après, l'agricole, à un moment, ça aura peut-être un point d'inflexion, on arrivera au maximum. Il y a beaucoup d'inconvénients et d'avantages aussi à toutes ces techniques. Enfin, les avantages sur le biométhane sont plutôt ciblés autour de l'agriculture et donc de l'amélioration des revenus, du développement de filières, de formation, donc de formation et dans la veine des BTP, parce qu'il faut bien les construire, ces unités. Il faut aussi donc former les gens pour pouvoir tenir ces exploitations. Il faut aussi, il y a tout un travail autour du retour à la terre et de la qualité de ce qu'on appelle les digestats, c'est-à-dire ce qui sort des méthaniseurs, qui sont des engrais naturels et qui permettent assez rapidement aux plantes d'assimiler tout ce qu'il leur faut. Et donc, en fait, il y a des externalités qui ne sont pas seulement humaines, mais qui sont aussi comment dire, biologiques. Voilà. Donc, assez souvent, pour faire le pendant aussi sur les inconvénients, il faut encore une fois distinguer la production d'électricité qui a été massive et la production d'injection de gaz qui est plus récente. Sur la production de gaz qui est plus récente, on a des quotas en termes d'utilisation de matière animale, de lisier et de fumier de bovin, qui sont à hauteur de 80%. Puisque le système a été décrié disant que les cultures étaient dédiées, qu'il y avait beaucoup de cultures, genre maïs, qui étaient installées dans les méthaniseurs. À l'heure actuelle, sur de l'injection de gaz, c'est très réglementé et on atteint des objectifs en termes d'utilisation de fumée, comme je l'ai dit, de 80%. Ce qui laisse la place à d'autres cultures, des cultures intermédiaires, qui ne sont pas en concurrence avec l'alimentaire et qui permettent finalement assez sereinement de pouvoir développer ces dispositifs. Voilà. Je rajouterai juste, si je peux abuser, qu'on est en train de travailler de manière un peu nationale sur des schémas directeurs de développement. On va dire des schémas de développement tout court, pas directeurs, c'est un peu trop sec. Des schémas de développement du biométhane, de manière à pouvoir fédérer une filière derrière un peu dynamique. On va certainement aussi travailler sur des appels à manifestation d'intérêt pour assembler le monde agricole avec le monde des collectivités, notamment au travers du spectre des intrants liés aux biodéchets. Parce qu'on sait que les biodéchets, d'ici 2025, devront être traités par les collectivités, et pas en incinération, puisque jusqu'alors, vos déchets ménagers étaient assez souvent envoyés en incinération. Il va falloir retirer la part fermentescible des ordures ménagères et les valoriser. Et là, il y a plusieurs solutions. C'est le compostage qui est déjà fait ou la valorisation énergétique. Et on trouve, nous, qu'une valorisation énergétique des déchets, c'est plus intéressant dans la mesure où on arrive à décarboner plus d'usages, voilà, que simplement enrichir les sols. Voilà. Donc ça, c'était sur le cadrage et sur l'avancée du gaz en France. Donc, ce sont des chiffres 2020. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la complémentarité des réseaux, finalement, parce qu'on a parlé de l'éolien, du photovoltaïque, on a parlé de pas mal d'énergie. On a vu que la part de biogaz dans les slides juste avant était très très faible. Alors on a bien compris que ça va augmenter, mais je voulais vous mettre en perspective le fait que les réseaux communiquent entre eux. Et faire communiquer un réseau de gaz avec d'autres réseaux, c'est pas immédiat intellectuellement. Et donc, je vous soumets ce schéma qui va évoluer, parce que je vais vous rajouter des éléments au fur et à mesure. J'espère que je vais être assez pédagogique. Alors, on reconnaît assez facilement en haut les réseaux de gaz, puisque c'est marqué dessus, nécessairement, et notamment au travers de tout ce qui est stockage et production. Donc, on a cette bande verte en haut qui figure le réseau gaz et qui permet, en descendant, d'alimenter un certain nombre d'usages, des usages domestiques, des usages industriels. Ça permet aussi de fabriquer de l'électricité, puisque comme vous me l'avez très bien dit juste avant, le gaz intervient en hiver pour à peu près 2/3 de la production d'électricité. Alors autant essayer de la décarboner et de faire ça un peu intelligemment, plutôt que simplement essayer de trouver une autre solution, peut-être moins carbonée, mais moins accessible. Voilà. Donc nous, on est sur plutôt une zone de transition sur laquelle on sait très bien que les énergies fossiles disparaîtront. On sait, ou en tout cas, seront moins captées. On sait que le gaz vert va se développer, mais que l'agriculture n'est pas suffisante pour pouvoir y subvenir. Donc, c'est là où je vous parle donc du biométhane. Donc ça, c'est la troisième source de production de gaz, celle dont j'ai parlé juste avant.
J'ai oublié de vous mentionner en bas l'électricité, mais ça allait de soi. En fait, le réseau en bas, c'est le réseau électrique avec toutes ses composantes. Et à droite, plutôt ses composantes renouvelables, éolien et photovoltaïques. Et eux aussi pourvoient aux usages divers et variés. Et les usages, souvent, quand on peut regarder en transverse aussi, les usages souvent, si on regarde par rapport à la cogénération et la géothermie, peuvent intervenir dans des réseaux de chaleur aussi en complément. Donc on a vraiment des réseaux qui sont en train de se causer et en tout cas sur lesquels on peut faire de la récupération. Et en parlant d'usage, je ne bouderai pas mon plaisir de vous parler du bio-GNV. Et notamment, en fait, on parle souvent des usages gaz comme étant des usages de cuisson, d'eau chaude ou de chauffage. Mais il y a un usage qui est assez utile pour l'amélioration de la qualité de l'air dans les grandes villes. C'est d'ailleurs ce qui est fait sur Nancy, sur Paris, un peu partout et beaucoup en Europe. C'est le développement des usages de mobilité gaz, mais plutôt pour le transport, les bennes à ordures, donc transport de biens, de marchandises et les bennes à ordures. Et la fabrication de biométhane permet justement de développer ces filières qui sont éminemment décarbonées, puisqu'elles représentent à peu près 10% de carbone, 10% du carbone par rapport à une source fossile. Et donc c'est un projet de développement, puisque 42% du transport émet le plus gros émetteur de CO2 en France, c'est le transport avec 42%. Hein. Voilà. Donc l'idée aussi derrière tout ça, c'est de travailler sur des nouveaux usages, et notamment ces usages de mobilité qui étaient de prime abord pas les premiers qui venaient à l'esprit. Et puis en haut, vous venez de voir apparaître un petit logo marqué gaz porté dessus. En fait, la limitation des fois de la production de biométhane, elle est liée à la présence des réseaux à proximité. Donc il y a, on va dire, une petite année, différents décrets sont arrivés pour permettre d'aller chercher ce gaz avec des canalisations financées par GRDF, mais également fait de la recherche pour aller le chercher un peu comme le font les laitiers dans la tournée de lait. C'est aller chercher du gaz là où il est produit et aller l'injecter plus loin sur ce qu'on appelle des hubs, pour pouvoir éviter de tirer des infrastructures coûteuses et donc essayer de favoriser plus de projets. Donc ça, vous avez vu, c'est marqué R&D, ça reste de la recherche, mais c'est expérimenté en France en ce moment, plutôt en Bretagne. Il y a une deuxième expérimentation qui permet, grâce au projet Flores, de stocker du biogaz, par exemple chez les industriels ou dans des stations GNV, par exemple. Un des inconvénients du biométhane, c'est que parfois il peut être produit à des moments où on n'en a pas besoin. C'est rare, mais ça peut arriver sur certains secteurs de canalisation. Et l'idée, alors notamment le week-end par exemple, puisqu'il peut arriver dans certains secteurs qu'un industriel ne tourne pas ou que certains gros tertiaires ne tournent pas pendant le week-end. Et donc, il est utile de pouvoir, de manière très ciblée, on va dire, et ponctuelle, de compresser du gaz pour après le détendre dans le réseau au fur et à mesure où il y en a besoin. Donc ça fait l'objet aussi d'une recherche pour du stockage temporaire. Hein, parce qu'on sait très bien qu'en France, il y a des grosses unités de stockage souterraines qui accueillent des milliards de mètres cubes. Mais là, ça serait plutôt sur des segments pour permettre justement le développement de ces énergies. Et puis, il y a quelque chose qui est fait avec l'Université de Lorraine d'ailleurs, encore une fois un peu chauvin, hein, et ça s'appelle la méthanation biologique. Alors, je ne veux pas faire un cours puisque c'est rébarbatif, mais en fait, l'idée, elle est de prendre de l'hydrogène et de l'injecter dans les substrats, dans les fameux digestats, dans les yourtes, on va dire, hein, qui fabriquent du biométhane. Parce qu'à l'heure actuelle, le rendement en biométhane d'une unité de méthanisation, c'est à peu près 65%. Et avec ce procédé qui réinjecte de l'hydrogène dedans, qui se mélange avec le CO2, on arrivera à des rendements à plus de 90%. Donc en fait, on arrive à faire moins d'unités et à produire plus de biogaz. Donc c'est quand même une voie de recherche qui est portée par l'Université de Lorraine. Et puis, j'ai bientôt fini. L'idée dans tout ça, c'est qu'on a vu qu'on pouvait stocker du gaz, parce que le stockage n'est pas un vrai problème. On peut produire de l'électricité avec du gaz, mais on peut faire l'inverse aussi, c'est-à-dire produire du gaz avec de l'électricité. Et quand je dis du gaz, c'est produire de l'hydrogène. Et c'est assez simple en fait d'utiliser des énergies intermittentes, comme vous en avez parlé avant, donc le photovoltaïque et l'éolien. Souvent, c'est produit quand on n'en a pas besoin. Et si on arrive avec une électrolyse à capter de l'hydrogène
L'hydrogène, on peut l'injecter dans un réseau de gaz à hauteur de 6%. Et ça permet de retirer immédiatement 6% de gaz fossile aussi. Donc on n'est pas seulement sur de la méthanisation, on peut être aussi sur des mélanges de gaz. Voilà. Et ça en fait partie. Et pour finir, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose d'encore plus remarquable, c'est de fabriquer du gaz, quoi, finalement. De le fabriquer de manière chimique. Donc il n'est plus du tout fossile, puisqu'il n'est plus issu des gisements de gaz naturel. En fait, cet hydrogène qui est produit par ces énergies intermittentes, si on le combine avec du CO2, ça ressemble un peu à ce que je vous ai dit avant, on peut faire une opération de méthanation toute simple, et on peut produire du méthane de synthèse, c'est-à-dire la même molécule que celle qui est fossile. Mais celle-là, elle a un bilan carbone qui est quand même nettement plus avantageux. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le power to gas, de manière un peu triviale. Et en fait, si on regarde le développement de la méthanisation, de la méthanation, donc du power to gas, on peut arriver, je pense, à des objectifs en France qui dépasseraient largement les ambitions qui nous ont été données par la loi de PPE dont j'ai parlé avant. Voilà. Enfin, moi, j'en ai fini là sur les réseaux de gaz. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec ça, que ce n'est pas trop technique et technologique pour vous. Mais en tout cas, ce que je voulais, c'était vous montrer que pour nous, en tout cas, le gaz vert a de l'avenir et qu'il peut se décliner sous différents usages et qu'il doit contribuer au mix énergétique sous sa forme durable. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Pascal Gauffre. Donc la troisième intervenante, c'est Colline Lemaignan, qui est de l'association Alter Alsace Énergie. Et je crois qu'elle veut centrer son propos sur la relation entre énergie et territoire. Le micro marche en plus. Je vais aller chercher ma petite présentation. Parfait. Oui, donc là, on a fait un peu le tour, le panorama des énergies existantes, des énergies renouvelables en général, et puis focus sur le gaz qui me passionne. Je salue vraiment GRDF pour leur engagement sur les énergies renouvelables. Plaisir de voir un gestionnaire de réseau qui s'y intéresse. Le titre de la table ronde, c'est énergie renouvelable, énergie d'avenir, point d'interrogation. C'est ça, hein, je crois. Voilà. Et moi, quelque chose où je suis persuadée, je suis désolée, je crois qu'on ne peut plus mettre ce point d'interrogation, on n'a pas le choix en fait. Soit on fait des énergies renouvelables, soit on meurt. Il y a une conférence demain sur ne pas paniquer avec la crise climatique. Je vous conseille d'aller la suivre. Mais ça va pas être la question aujourd'hui, c'est vraiment on va développer ces énergies renouvelables, on n'a pas le choix. Donc faisons-le, mais surtout faisons-le plutôt joyeusement en fait. Ne voyons pas ça comme une contrainte, mais essayons de le voir comme une opportunité. Super, de voir des gens contents sur une photo qui vont faire des énergies renouvelables, moi ça me fait dire que finalement c'est pas une mauvaise solution. La question, elle est vraiment comment on développe ces énergies renouvelables pour nos associations. Nos associations sont plusieurs à travailler sur la question des énergies renouvelables depuis... nous, ça fait 40 ans, on est très fiers, vous pouvez le voir. Et comment on fait? Comment on fait pour que ce soit une opportunité et pas une contrainte? Du coup, je suis désolée, je sais que les fauteuils sont assez confortables et j'espère que c'est pas trop endormant, mais je vais vous demander de participer parce que j'ai un petit quiz qui est très très difficile. Je ne sais pas si vous allez y arriver. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Attention, je vais vous présenter un joli petit village qui se trouve dans les Vosges, on va dire. Bienvenue à Soleure-les-Bains, voilà, disons. Et à Soleure-les-Bains, comme vous le voyez, on peut installer des énergies renouvelables. C'est une bonne chose, on est très contents. La question est, attention, suspense, qui investit dans ces projets d'énergie renouvelable? Alors, est-ce que ça va être l'État? Parce que finalement, l'État, ça doit être un bien collectivisé, c'est bien connu. L'énergie, ça doit être collectivisé. Est-ce que c'est les énergéticiens seuls, ces grandes entreprises qui savent faire et qui ont les moyens pour investir? Ou est-ce que ce sont les habitants, les collectivités, les entreprises du territoire qui doivent bénéficier des revenus qui vont retomber de l'énergie produite localement? À votre avis, attention, gros suspense, qu'en pensez-vous? Qui doit financer et investir dans les énergies renouvelables? Les trois. Les trois, c'est une très bonne réponse. C'est une excellente réponse. J'avoue que j'ai focalisé mon propos sur l'investissement par les gens du territoire. Et vous avez raison, ils pourraient se mettre avec d'autres, vous avez bien raison. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'eux soient au moins là, pour qu'ils puissent bénéficier, là où ils habitent, de l'énergie qui est produite, là où ils habitent, du revenu en fait énergétique.
si on a une ressource, autant en faire bénéficier les gens qui habitent là. Donc oui, effectivement, investissons localement, c'est une bonne idée. Par contre, je ne sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà fait du crowdfunding, du truc où on met de l'argent sur une plateforme de financement, là, je ne sais pas, ça vous parle? Voilà, sans doute vous avez pu mettre un peu d'argent, faire émerger des projets comme ça, mais avez-vous eu voix au chapitre? Avez-vous pu dire, d'accord, je finance ce projet, mais en fait, je ne veux pas que ce soit vert, je veux que ce soit bleu? Voilà, a priori, quand on fait de financement en mode crowdfunding, on n'a pas voix au chapitre. Et moi, ma deuxième question, encore plus difficile, c'est qui décide quand on crée un projet d'énergie renouvelable? Est-ce que c'est l'État, parce que c'est lui qui doit être le producteur d'énergie et le planificateur? Est-ce que ce sont les énergéticiens qui ont les compétences pour développer des projets? Ou est-ce que ce sont les habitants, collectivités, entreprises du territoire qui doivent maîtriser la façon dont est produite l'énergie localement? Suspense? Une idée? Dans un monde idéal. Et ben voilà, tout le monde, on est d'accord. Donc au moins les gens qui sont localement, et vous avez raison, tout le monde. Voilà, gros suspense. Donc voilà, on a réussi à répondre à des questions très difficiles, mais qui nous tiennent vraiment à cœur. L'idée aujourd'hui, c'est que si on veut produire des énergies renouvelables et que ce soit une opportunité, il faut que ça bénéficie à tous, que ce soit économiquement ou en termes de décision de projet. Parce que vous nous poserez vos questions par la suite, je pense, et il doit y en avoir beaucoup qui concernent est-ce que les énergies renouvelables, c'est une bonne chose, puisqu'il y avait effectivement un point d'interrogation à la fin de notre titre de table ronde. Mais il faut que ce soit une bonne chose, on n'a pas vraiment le choix. Du coup, il faut qu'on en bénéficie tous. Donc aujourd'hui, c'est possible de faire des projets portés par les citoyens, en partenariat éventuellement avec les collectivités, alors les collectivités territoriales évidemment, mais avec les énergéticiens ou d'autres organismes. Et on peut monter des sociétés citoyennes de production d'énergie renouvelable. Ce n'est pas une chimère, c'est existant. Il y a déjà plus de 300 projets en France qui sont recensés au sein d'Énergie Partagée, une association nationale. Et ça marche, les gens sont contents. Vous les avez vus sourire sur la photo du début de la présentation. Ils ont l'air plutôt heureux de participer à ces projets et ils bénéficient de la retombée économique. Ok, je vais passer assez vite sur la suite, parce que peut-être c'est des détails qui vous intéressent moins, mais en fait j'ai vachement envie qu'on s'y mette tous, vous, là, moi, vous, ici. Du coup, je vais vous expliquer rapidement comment on peut monter soi-même un projet d'énergie renouvelable. Ça peut être de l'électricité ou du gaz ou de la chaleur ou tout ce que vous voulez. Donc au départ, vous êtes un petit groupe. Voilà, vous avez le maire qui est là, un élu municipal, et puis vous êtes réunis avec des amis autour d'une bière, et vous avez eu une idée. Ça s'appelle l'émergence du projet. Et du coup, vous avez dit, on va faire un projet, par exemple, de méthanisation dans notre vallée, puisqu'on a des éleveurs et puis des agriculteurs qui ont la ressource qui nous permettent de faire du méthane. Alors, allons-y. On va créer une société de projet ensemble, pour laquelle on va écrire des statuts, où on va dire qui a le droit de faire quoi et comment. Donc, on crée notre société. Nous, petits citoyens, on devient aussi des gens qui font du business. Et on va identifier les potentiels. Donc, on va regarder chez notre agriculteur ce qu'il a comme potentiel, puis dans le champ d'à côté, etc. Et en parallèle, on va chercher du financement pour ces projets et on va le chercher autour de chez nous. Donc, on va aller voir la banque, etc. Mais surtout, on va aller chercher du capital social pour notre entreprise chez les citoyens. Donc, on va récolter de l'épargne citoyenne, de la même façon qu'on peut faire du financement participatif, sauf que là, ce sera vraiment du capital. Donc, on aura un droit de décision quand on prendra des parts dans la société. Donc chacun aura son mot à dire. Et si l'agriculteur, justement, il a envie que le projet voit le jour, mais justement, il ne peut pas le placer ici, il faut qu'il le place là, parce que c'est des effluents, il ne peut pas les emporter là-bas, il est obligé de les emporter. Et il va pouvoir avoir voix au chapitre et dire comment il veut que le projet se fasse aussi. Ça permet d'avoir les avis de tout le monde. Dans un monde idéal, ça marche. Et en fait, dans la vraie vie aussi, on est content. Donc voilà, vous avez trouvé justement le site sur lequel vous pouviez implanter votre méthaniseur. Donc vous le louez ou vous l'achetez selon la possibilité de la financière. Et vous installez le système de production, on passe à l'étape de construction, et du coup, on peut produire de l'énergie. Donc le méthane est produit, il est vendu, injecté sur le réseau, puisque justement, il y a eu un réseau qui a été construit pour l'injection de gaz. Et la vente de l'énergie vous permet, d'une part, de rémunérer les sociétaires, et d'autre part, de faire éventuellement de nouveaux projets. Un beau cercle vertueux, n'est-ce pas, qui permet de développer les énergies renouvelables dans le bénéfice de tous. Voilà, donc j'ai mis quelques coordonnées si ça vous intéresse, parce qu'ici on est en grand test. Donc, alors,
moi je suis alsacienne, hein, désolée, je viens d'Alsace, mais je remplace mon collègue au pied levé qui est de Lorraine, et on travaille en fait en réseau au niveau Grand Est, donc vous pouvez nous contacter si ça vous intéresse. Et sinon, même au-delà du Grand Est, ça existe dans toute la France, comme je vous le disais, au sein de l'association Énergie Partagée, que vous retrouverez sur leur site, c'est facile. Mais du coup, que vous ayez une toute petite idée ou que vous ayez entre amis des projets ou des envies de développement durable ou des choses comme ça, il y a vraiment une possibilité de faire quelque chose. Il ne faut pas hésiter. Et c'est pour nous une des façons, un des leviers pour multiplier les projets d'énergie renouvelable et permettre à tous d'en bénéficier. Donc, à mon avis, il ne faut pas hésiter. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire que les énergies renouvelables soient effectivement des énergies d'avenir. Maintenant, est-ce que c'est possible chez vous? Peut-être ça peut être des questions que vous pouvez, enfin des échanges qu'on peut avoir. Voilà. Merci de cette présentation. Je vais d'abord poser quelques questions aux 3 intervenants et ensuite, dans une deuxième partie, vous pourrez poser des questions, donner votre avis, intervenir. Malheureusement, on n'a pas de micro pour la SAT pour des raisons de consignes sanitaires. Donc, faudra parler un peu plus fort, éventuellement venir là. Si ce n'est pas assez fort, je répéterai les questions au micro, donc tout le monde pourra entendre. On va se débrouiller. Michel Desèvres, vous nous avez donné une présentation qui était très la photo, où on en est des énergies renouvelables dans le monde. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus le film? Quelle est cette évolution? Et surtout, quels sont les moteurs? Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui explique les évolutions dont vous nous avez parlé, cette croissance des énergies renouvelables? Qu'est-ce qui les freine aussi, par ailleurs? Et qu'est-ce qu'on peut espérer en termes d'évolution future de ces moteurs et de ces freins dans une vision à la fois mondiale et peut-être plus centrée sur l'Europe et la France? Merci. Alors, je me sens vraiment écrasé par ces questions qui sont très, très vastes. Hein. C'est vraiment très difficile d'y répondre. Alors, une chose, peut-être, vous parlez de ce qui pousse à développer ces énergies renouvelables. Alors, donc, il y a les enjeux climatiques et surtout le fait qu'il y a des technologies qui sont arrivées à une certaine maturité. Hein. Les choses ont été très, très vite, finalement, parce que on a commencé en fait à avoir l'idée vraiment, enfin de façon significative, d'essayer de développer des énergies renouvelables. Par exemple en Europe, c'était à la suite du premier choc pétrolier en 73 en particulier. Là, il y a eu tout un tas de projets qui ont été lancés, alors un peu de façon, comment je dirais là, justement vous parliez du rôle des citoyens, mais là c'était très étatique, c'était des espèces de projets qui n'ont pas toujours été convaincants. Finalement, moi je me rappelle quand j'étais petit, on parlait de la centrale solaire, thermique, là, dans les Pyrénées-Orientales. Donc, non, c'était Thémis, voilà, Thémis, ou le four d'Odeio, enfin voilà, à Font-Romeu. Et tout ça, finalement, ça avait suscité un intérêt dans les années 70 à cause de l'élévation des prix du pétrole, finalement. Et après, dans les années 80, tout ça est complètement retombé parce que le prix du pétrole aussi s'est effondré, enfin a baissé beaucoup. Donc après, c'est revenu dans les années 90, mais finalement par des initiatives, par exemple le développement de l'éolien, ça s'est fait au départ, finalement, c'est des petites entreprises au Danemark en particulier, et puis aussi des agriculteurs qui ont lancé un peu ce développement de l'éolien. Donc le Danemark a été un pays pionnier. Et puis, au cours des années 90, donc avec aussi, je dirais à la fois peut-être les enjeux climatiques, mais aussi la préoccupation qui était quand même prégnante dans les années 90 de l'épuisement plus ou moins proche des énergies fossiles. Donc tout ça a beaucoup contribué à ce finalement, on cherche à les développer. Et il y a eu des technologies. Alors là, le progrès technologique a été quand même assez rapide. Hein, pour les éoliennes, par exemple. Alors pour le photovoltaïque, il y a eu un facteur qui a joué aussi un rôle important, c'est l'abaissement ensuite des coûts de production, mais ça en partie en lien avec la Chine, qui est devenue le principal producteur. Donc il y a toutes ces raisons-là, finalement, et qui montrent que jusqu'à maintenant, ça a tendance à s'accélérer.
Les freins, alors moi j'en vois quand même des freins, alors ça dépend dans les pays européens, hein, les énergies renouvelables, donc qui sont quand même développées dans certains pays en particulier fortement, hein, l'Allemagne, moi, que je connais, c'est vraiment très frappant, en France aussi, dans une certaine mesure. Le problème, quand on veut produire beaucoup d'énergie, hein, des grandes quantités d'énergie, parce que nous sommes dans des sociétés qui consommons quotidien, effectivement, de très grandes quantités d'énergie. Avec les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de la biomasse, qu'il s'agisse du solaire, de l'éolien, il faut trouver finalement des surfaces très importantes à exploiter. Parce que, en fait, ce qu'on appelle la densité énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on peut produire finalement, je ne sais pas, à l'hectare, quel que soit le type de production renouvelable, c'est relativement faible. Et si vous voulez évidemment avoir de très grandes quantités d'énergie, donc forcément, il faut trouver moyen quand même d'exploiter des surfaces assez importantes. Ou alors, dans ce cas-là, il faut réfléchir à diminuer la consommation. Hein. Mais c'est un vrai dilemme, en fait, parce que quand on fait les calculs, là, je ne vais pas vous dire ça, c'est quand même assez technique, mais si vous voulez, je sais pas, par exemple par hypothèse, hein, la France aujourd'hui, on consomme, toutes énergies confondues, environ 240 millions de tonnes équivalent pétrole, hein, chaque année. Si vous voulez, avec des énergies renouvelables, produire, alors même un peu moins que cela, alors, en mettant un mix avec de la biomasse, de l'éolien, du solaire, même d'autres sources, hein, je sais pas, comme la géothermie ou l'hydroélectricité qui existe, vous verrez que ça va être difficile quand même de trouver les surfaces dans un pays comme la France, alors qui est pas forcément qui est quand même peuplé finalement pas très densément par rapport à l'Allemagne par exemple, mais quand même assez. Et vous allez vite vous trouver avec des problèmes de conflit d'usage. Et dernière chose, alors, quand vous me demandez de prévoir ou de voir ça, franchement, c'est un truc que je ne fais jamais. Je dis aux étudiants, d'ailleurs, finalement, réfléchissez. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, par exemple, une trentaine d'années, hein, depuis les années 80, qui a eu une influence, par exemple, réelle, hein, significative, sur la consommation d'énergie et la façon dont on la produit. Eh bien, il s'est produit tout un tas d'événements qu'on n'avait pas prévus précisément. Ça a commencé, par exemple, l'effondrement des régimes communistes en Europe. Ça a provoqué une baisse dans ces pays considérable, hein, de la consommation d'énergie et d'ailleurs de leurs émissions. Il y a eu, alors évidemment, ce qui a dominé la période, c'est l'émergence de la Chine. Alors, vous voyez, imaginez les conséquences que ça a eu sur la consommation d'énergie, sur tout le système même d'ailleurs de production, y compris d'ailleurs des énergies renouvelables finalement. Et puis un autre événement, alors deux autres événements qui ont une influence quand même significative, c'est par exemple l'émergence de l'exploitation des gaz de schiste aux États-Unis, hein, qui par exemple, depuis 2005, le gaz de schiste, dont les États-Unis sont redevenus maintenant les premiers producteurs de gaz du monde, eh bien, c'est en train de remplacer le charbon dans leur production d'électricité. Et de façon très rapide. Hein, ce qui fait que c'est pour ça, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on croit, leurs émissions de dioxyde de carbone baissent assez fortement, même plus fortement qu'en Europe, depuis il y a quelques années. Mais à cause de ça. Hein. Et puis, il y a eu la crise économique de 2008. Alors ça, pour l'Europe, notamment l'Europe du Sud, ça a provoqué alors une forte baisse de la consommation d'énergie. Donc vous voyez, là, en 30 ans, il s'est produit tout un tas d'événements que a priori, personne ne prévoyait. Donc c'est pour ça, quand on dit après, on peut imaginer un chemin, des perspectives, mais franchement, je doute, je pense qu'il y aura probablement un certain nombre d'événements qui peuvent se produire, qui peuvent avoir une influence significative sur le système énergétique finalement. Voilà, j'essaie de répondre un peu. Juste un élément d'information et une relance de questions. L'élément d'information, c'est sur la comparaison entre les émissions de CO2 des États-Unis et de l'Europe. C'est vrai que celles des États-Unis, par habitant, c'est comme ça qu'il faut compter, ont baissé par rapport à 90. On est passé
pour celle liée à l'énergie, en gros de 20 tonnes par habitant à 16 tonnes par habitant. Et donc c'est une baisse relativement importante qui s'est effectuée ces dernières années, notamment à cause de ce passage du charbon au gaz pour l'électricité. Sauf que c'est encore le double des émissions européennes par habitant. Il ne faut quand même pas oublier ce comparatif qui met en exergue le caractère très gaspilleur du système, du mode de vie, du système économique américain. Dans les moteurs que vous avez cités qui expliquent l'augmentation considérable de l'utilisation des énergies renouvelables, je suis un peu surpris que vous n'ayez absolument pas parlé de politique des États et notamment de fiscalité. Parce que si on prend l'exemple de l'Allemagne ou de la France, on voit bien qu'il y a un effort absolument considérable en termes de finances publiques ou de subventions qui a été fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler, le chiffrer un peu ? Oui, en fait, c'était sous-entendu quand j'ai dit qu'il y avait les enjeux climatiques et puis la crainte en fait de l'épuisement. Enfin, pour l'Europe, c'était d'ailleurs la crainte d'une dépendance qui est réelle, d'ailleurs, sans cesse croissante vis-à-vis des sources d'énergie fossile importées. Alors parce que quand on regarde par exemple la politique européenne dans les années 90, il y a eu une succession de livres verts, de livres blancs, puis qui a abouti à la directive là, de 2000 sur les énergies renouvelables avec les objectifs. Et donc ça, c'était pour répondre à ces préoccupations. Et en fait, ce qui a vraiment été efficace quand même pour permettre le développement des énergies renouvelables assez rapide qu'on a vu, c'est bien sûr les politiques mises en place d'abord par un certain nombre de pays, donc le Danemark et surtout l'Allemagne, qui, avec sa loi sur les énergies renouvelables, donc qui finalement accordait ce qu'on appelle le tarif d'achat attractif pour les producteurs d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est vrai que ça a été assez efficace, mais c'est parce que c'était effectivement pour répondre aux préoccupations là, que j'ai citées tout à l'heure. Donc je n'étais pas effectivement entré dans le détail des politiques. Vous pouvez nous donner quand même un chiffrage, même en ordre de grandeur, de ces efforts fiscaux ? Vous voulez dire, vous voulez avoir un ordre en valeur ? Pour l'Allemagne, moi, que je connais assez bien, les tarifs d'achat donc, qui sont payés pour l'éolien, enfin pour les énergies renouvelables, ça équivalait, donc ça correspond en fait à un prélèvement sur le coût de l'électricité qui est facturé aux consommateurs, et globalement dans les années vers 2000, entre 2015 et actuellement, ça correspondait à des versements de l'ordre de plus de 20 milliards d'euros chaque année. Pour donner un ordre de grandeur. Voilà, et évidemment avec une tendance à l'augmentation, puisque plus vous avez de capacité installée, ce qui est le cas, évidemment, plus ça augmente. Alors après, je ne sais plus à combien ça correspond en centimes d'euros par kilowattheure. Oui, mais 20 milliards d'euros par an, c'est un chiffre significatif qu'on apprécie. Et pour la France, ça serait combien en ce moment ? Je crois que la Cour des comptes, il y a 3-4 ans, a fait un calcul sur tous les contrats d'avant 2017. Ça faisait combien ? Je ne sais plus. Alors là, je ne sais plus. C'est beaucoup moins que l'Allemagne quand même, de toute façon, puisque ce n'est pas des capacités comparables. Je ne sais pas exactement à combien ça se chiffre actuellement. Ça, je ne peux pas vous répondre. L'ordre de grandeur, c'est 6 à 7 milliards d'euros par an maintenant. Parce que vu la différence de capacité, oui, ça doit être ça. D'accord. Je vais me retourner maintenant vers Patrick Gaufre. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des polémiques sur l'installation des méthaniseurs, etc. Et puisque vous présentez un projet d'entreprise qui est d'en faire vraiment beaucoup, avec comme argumentaire qu'il faut se fixer l'objectif de se débarrasser de l'importation de gaz fossile, qui est un double intérêt, un intérêt climatique, si on utilise du gaz qui est d'origine biologique et donc qui n'augmente pas la concentration en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Donc ça, c'est un intérêt évident. Deuxième intérêt évident, c'est que si on n'a plus à importer de gaz, ça diminue d'autant la facture
pour le commerce extérieur, ce qui est un problème sérieux pour la France. Est-ce qu'il y a un risque de voir la projection que vous avez faite de généralisation de ces technologies et d'arriver à remplacer complètement, ou quasi complètement, le gaz fossile inforcé? Est-ce qu'il y a un risque en termes d'acceptation sociale? Est-ce qu'en gros, on aurait les technologies pour le faire, mais qu'il faut qu'on maîtrise mieux que ce qui se passe actuellement les réactions des différentes couches de population qui sont confrontées à ces projets? Et en fait, c'est quoi les problèmes que ça pose? Contre quoi les gens éventuellement protestent? Et quelles seraient les solutions pour répondre à ces contestations? Alors oui, bien sûr, il y a des polémiques sur les installations de ces unités biométhane. Bon, le recul qu'on a, nous, sur ce que je vous ai présenté comme chiffre en France, et notamment lié à l'injection de gaz, je le reprécise encore, c'est... la réglementation, je vous l'ai dit tout à l'heure, permet quand même d'éviter des travers d'utilisation de matières à des fins énergétiques seules et au détriment de l'alimentaire. Ça, c'était une des choses qu'on reprochait beaucoup au système. Ce qui est reproché des fois au système par un certain nombre d'habitants ou de gens à proximité de ces unités, c'est les potentielles générations d'odeurs, la nuisance visuelle des fois de ces installations. Pour ce que j'ai un peu comme référence là, dans l'environnement que je connais bien, assez souvent ce qu'on répond sur les odeurs, c'est que si les agriculteurs, un peu à l'ancienne mode, mettaient leurs intrants directement dans les champs, ça sentirait beaucoup plus fort. C'est vrai que souvent, les zones d'épandage concernées sont comment dire, au moment de l'épandage, il y a des odeurs fortes qui sont détectées. L'intérêt de la méthanisation, c'est que ces odeurs sont concentrées au niveau de l'unité et finalement, ces odeurs sont générées par des gaz qui sont recombinés et qui fabriquent du méthane. Donc en fait, on capte quand même beaucoup de composants chimiques qui sont générateurs d'odeurs et qu'on transforme en énergie. Ça veut dire qu'en fait, globalement, ces odeurs qui nous sont signalées ou qui sont signalées aux exploitants sont atténuées par rapport à une gestion traditionnelle, je dirais, des lisiers et des intrants agricoles. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie odeur. Sur la partie visuelle, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur l'intégration paysagère de ces unités. Bon, il ne vous a pas échappé que les ciels gazeux, comme on les appelle, donc ces formes rondes au-dessus, sont rarement rouges, vertes ou jaunes. Elles sont plus souvent grises. Enfin, en tout cas, elles essayent de passer le plus inaperçu possible. Les unités sont souvent semi-enterrées aussi. Elles essaient de jouer avec la topographie. Mais effectivement, quand on arrive dessus, on les voit. Donc ça, c'est normal. C'est une installation agricole, mais un petit peu industrielle, puisque c'est soumis quand même à un classement ICPE, comme on le dit, hein, installation classée pour la protection de l'environnement. Donc c'est quelque chose qui doit répondre à un certain nombre de normes et de règles qui doivent être normalement contrôlées aussi par les organismes d'État. Alors ça aussi, c'est un point d'attention, c'est que c'est vrai que souvent, on remet en cause les typologies d'intrants qui sont installés dans ces méthaniseurs, mais là encore, normalement, il devrait y avoir plus de contrôle, on pense, hein, en tout cas, pour pouvoir apaiser le ressenti qu'ont les gens. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt le rôle de la DREAL, hein, des services de l'État, peut-être d'amplifier les contrôles et puis de faire en sorte que faire un petit peu le gendarme dans le système pour dissuader les exploitants qui voudraient un peu abuser du système de développer de mauvaises façons de le faire. Voilà. Oui, non, sinon non, je voulais dire juste que quand il y a un projet, alors il y a beaucoup de projets, je vous ai dit, hein, il y a à peu près 1 millier de projets en France qui vont se développer. Quand on veut faire accepter un projet, on s'y prend très très en amont. Un projet biométhane, ça dure 3 ans à peu près. Hein, entre le démarrage du projet, les études préalables et la construction in fine et la mise en service, il se passe à peu près entre 2 et 3 ans en ce moment. Hein. C'est à peu près le rythme.
Pendant ces 3 ans, il y a nécessairement des réunions qui sont faites avec les collectivités, avec les personnes habitant à proximité de ces unités. Il y a beaucoup de concertation qui est faite. Et en général, les agriculteurs qui sont à la tête de ces unités, ben, ils essayent d'être assez pédagogues. En tout cas, c'est ce que nous, on observe dans notre région. Hein, voilà. Après, je vous dirais, on n'est pas à l'abri non plus qu'une ou deux personnes, de manière un peu générale, dans le Grand Est, travaillent de manière différente et pénalisent un peu le système. Mais je pense qu'il faut voir ça de manière positive, parce que sur toutes les unités qui ont été créées jusqu'alors, on n'a pas vu de dérive majeure. Et à chaque fois qu'il y a eu une problématique d'acceptation par la population, les réunions publiques, la pédagogie, et l'explication a toujours permis de faire sauter les freins. Parce que souvent, les gens protestent contre, mais ne savent pas vraiment comment ça marche, ce que ça représente comme intérêt. On a parlé écologique, mais économique. Et c'est important de leur rappeler tout ça. Voilà. Merci. Colline Lemagnan. Par rapport... Bien sûr, bien sûr. Je vais d'abord vous poser la question, puis vous pourrez répondre. Par rapport au sujet que viennent d'évoquer M. Lézet et M. Goffre, pour vous, par rapport à votre démarche associative, c'est quoi les bons niveaux d'organisation de la société sur lesquels il faut intervenir pour s'attaquer à ça, à la fois sur les questions d'acceptation, sur les questions de qui doit décider, sur les questions de fiscalité. Pour vous, vers quoi il faut s'orienter pour résoudre les difficultés qu'on vient d'évoquer? Bon, la réponse est dans la question, non? Pour toutes les questions qui touchent à de l'acceptation, à de la planification, ces choses-là, elles sont forcément gérées par les gens qui les vivent, donc par les territoires. Je pense qu'il y a évidemment sur la question de l'acceptation un très fort enjeu qui est de dire cette énergie, ce système de production d'énergie, que ce soit un méthaniseur, que ce soit un champ éolien, que ce soit un champ photovoltaïque, il n'est pas là juste pour vous embêter, il est là pour produire votre énergie, c'est une chose, mais il peut être là aussi pour créer de la richesse chez vous, pour vous donner une autonomie énergétique, pour faire de vous un territoire à énergie positive, où vous pourrez en plus exporter de l'énergie. C'est vraiment... si on veut que ces énergies elles soient acceptées et elles soient vues comme une opportunité, il faut que les gens en voient le bénéfice. Ça ne doit pas être juste un truc moche devant chez soi et qui sent mauvais. C'est pas possible. On ne peut pas imposer aux gens ça. Il faut qu'ils y voient un intérêt. Et à ce moment-là, quand les gens sont intégrés au process, d'une part par de la concertation, donc la concertation en amont, elle permet d'expliquer, etc. Mais en plus, en étant partie prenante du projet et en décidant de comment va se faire le projet, où est-ce qu'il va se faire, combien il y aura de camions qui vont rouler par jour pour apporter les intrants, des choses comme ça, c'est des choses qui sont décidées par les actionnaires. Et les actionnaires, s'ils deviennent les habitants, ils ont leur mot à dire, ils peuvent faire en sorte que le projet se développe. L'exemple très amusant qu'on peut citer, c'est le projet éolien de Bégawatt qui se trouve à Bégane dans les Pays de la Loire. C'est un projet d'éoliennes où il y a, je ne sais plus, 4 ou 5 éoliennes et ce ne sont que des citoyens, les actionnaires du projet. Et il se trouve qu'il y a des habitants qui sont actionnaires qui habitent assez très très proche du champ éolien. Et ils trouvaient qu'à 17h, au moment où ils allaient prendre l'apéro dans leur jardin, c'était un petit peu trop bruyant, ça les empêchait de bien parler. Du coup, ils ont mis en place, après discussion moult avec toute l'Assemblée générale, etc., un bridage apéro. À 17h, les éoliennes, elles tournent moins vite. C'est comme ça. Ça fait perdre un peu d'argent parce que on a une moindre rentabilité, mais ça permet aux habitants qui sont juste à côté de moins subir le projet, mais d'en être juste, d'y participer, quoi, de décider. Et c'est comme ça, à mon avis, que bien sûr en décentralisant, je pense que c'est ça votre question, en remettant la décision localement, on permet aux gens de s'approprier ces projets-là. C'est tout à fait valable. Vous dites nos associations, effectivement, on travaille avec toutes les associations dans tous les territoires en France sur les énergies renouvelables, beaucoup avec les collectivités, pour travailler avec elles sur la planification énergétique, pour que chaque commune au sein d'une intercommunalité, au sein d'un pays, puisse définir son projet énergétique de territoire, dire qu'est-ce qu'on a chez nous comme opportunité et comment on les développe. Combien on consomme, du coup, de combien on a besoin en production et qu'est-ce qui est raisonnable de faire? Est-ce qu'on va couvrir la crête des Vosges d'éoliennes ou est-ce que les 3 sites qui sont là nous suffisent largement? Ou est-ce qu'il faut plutôt aller vers de la méthanisation parce qu'il n'y a que des agriculteurs chez nous et qu'aujourd'hui, le problème du traitement des effluents est une question. Enfin, c'est vraiment ces gens-là qui sont à même de faire un développement
optimiser et du coup de favoriser énormément les énergies renouvelables. Moi, je suis trop énervée quand je vois la reconversion de Fessenheim et que c'est encore des grands énergéticiens qui vont récupérer tous les bénéfices des subventions qui vont être mises en place pour faire la transition vers les énergies renouvelables. C'est pas juste. C'est pas comme ça qu'on deviendra... qu'on s'appropriera les énergies. Parce qu'il y a la question, excusez-moi, petit détail supplémentaire, qui est quand on devient acteur d'une production d'énergie, on devient aussi beaucoup plus sensible à notre propre consommation d'énergie. On va se poser la question de combien on consomme, comment on peut économiser, etc. Parce que on a vu que produire, ça coûte de l'argent, mais c'est aussi quelque chose qui a un impact. Donc on devient beaucoup plus sensible à ces questions-là. Merci. Donc il nous reste une toute petite demi-heure. Je vous appelle donc à prendre la parole pour poser des questions, donner votre avis. Monsieur, je suppose que si vous arrivez là, c'est pour parler. On va y aller. Allez-y. Si jamais vous ne parlez pas assez fort, je répéterai. Je vais essayer de parler fort. Alors, ma première réflexion, c'est que moi, je suis très déçu à travers une table ronde comme celle-là, qui n'est pas de contradicteur, ou du moins quelqu'un qui exprime les limites au développement des énergies renouvelables et les conditions dans lesquelles elles peuvent se développer. On a très peu parlé d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, et à un même moment, on a comparé la production d'énergie renouvelable aux énergies fossiles, ce qui est quasiment utopique. Et d'ailleurs, le scénario Négawatt le met bien en évidence, où on parle d'abord des économies, de l'efficience, et après des énergies renouvelables, parce qu'on ne pourra pas fournir la même quantité d'énergie avec le renouvelable qu'avec le fossile. Ça, c'est la première chose. C'est ce que j'ai dit, hein, monsieur. Oui. D'accord. Non, mais là, on n'a pas beaucoup parlé de... Bon. Il faut recadrer le débat. Deuxièmement, on n'a pas posé le cadre des limites du développement de certaines énergies renouvelables, que par exemple la biomasse. La biomasse, c'est une énergie renouvelable, que ce soit pour le bois ou pour la méthanisation, mais ce n'est pas une énergie inépuisable. Et on constate dans la pratique qu'il y a des dérives, que ce soit au niveau de la biomasse pour le bois ou pour le méthane. Pour le bois, on constate qu'il y a des multiplications des unités, que ce soit pour le chauffage ou que ce soit pour produire l'électricité, qui mettent en danger la ressource. Et on a aujourd'hui par région des projets d'utilisation de biomasse qui dépassent la production régionale de la ressource. Ça, il faut quand même le prendre en compte, et c'est un point extrêmement important. Deuxièmement, en ce qui concerne la biomasse pour la méthanisation, alors là, je ne peux pas laisser passer le discours de GRDF. Vous êtes là pour défendre la filière industrielle du gaz vert divers, ok, mais je veux dire qu'il faut également qu'il y ait quelqu'un qui puisse parler des dérives de terrain pour apporter les limites et le cadre au développement qui risque d'être exponentiel. Vous nous annoncez 1000 unités supplémentaires, ça devient un peu délirant. Quand je vois que de toutes les régions de France remontent des exemples de dérives, qu'il y a un conseil de scientifiques au niveau national pour une méthanisation raisonnée, parce que ça ne fonctionne pas, enfin, c'est pas que ça ne fonctionne pas, mais il y a plein de dérives, et qu'au niveau de la région, la nouvelle région Grand Est, on vient d'avoir un entretien avec le DREAL, le représentant de l'État. Il y a une note qui est sortie par l'agence de bassin Rhône. Tous les deux reconnaissent les dérives de la méthanisation actuelle dans le développement de sa forme industrielle. Je pourrais développer longtemps, mais il y a plusieurs points. C'est que par rapport à l'agriculture, on raisonne en termes de production d'énergie, mais pas en termes d'impact sur l'agriculture et l'avenir de l'agriculture qui doit prendre le virage de l'agroécologie. Or, à l'évidence, le développement de la méthanisation tel qu'il est conçu aujourd'hui, avec les cultures intermédiaires, avec les cultures énergétiques, qui vont prendre le pas sur les effluents, on va automatiquement vers une intensification, malheureusement, de la production, avec les dérives de fertilisation et de pesticides. C'est ce que dénonce l'Agence de l'eau, notamment dans le secteur de Metz, qui s'appelle le Rue-de-Mat, et qui invite à prendre du recul et à vraiment revoir un peu ce développement. Au niveau de l'agriculture, ce qui est important aussi, c'est qu'on enferme les agriculteurs dans une intensification de la production. Ils sont tentés de réduire, voire presque de supprimer l'élevage, parce que les effluents ne sont pas intéressants en termes de production de gaz. C'est les cultures qu'ils sont. On a des possibilités de contourner la réglementation avec du maïs dans les cultures intermédiaires qui rentrent dans le méthaniseur. On a des
camions de maïs qui font des tas de kilomètres. Moi, j'ai des exemples des Vosges qui vont en Alsace, et ça se passe comme ça autour de tous les méthaniseurs. Et on a une pression sur la concurrence entre les destinataires des différentes productions agricoles, que ce soit la paille, que ce soit le fourrage. Aujourd'hui, on en manque. On est en situation de sécheresse, les éleveurs manquent de fourrage. Et on produit pour mettre dans les méthaniseurs. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne plus, on augmente les prix. Le foncier, c'est la même chose. Quand aujourd'hui vous avez des gestionnaires de méthaniseurs qui font une démarche auprès d'un agriculteur qui vend sa ferme, pour lui dire ne vendez pas votre terre, ne vendez pas votre terre. Nous, on vous achète l'herbe et on vous finance 400 € de l'hectare. Vous n'avez rien à faire. On prend l'herbe, on y met du digestat et vous avez une rente annuelle de 40 000 €. C'est formidable. Et on prive l'installation d'un nouvel agriculteur. Je termine avec le digestat. Alors là, c'est une imposture. Le digestat, effectivement, c'est un fertilisant. Mais un fertilisant comparable aux engrais chimiques, minéraux, qui boostent les plantes, effectivement, mais seulement qui est un obstacle à la régénération du sol. Et c'est bien de cela qu'on a besoin. Aujourd'hui, on fonctionne essentiellement avec des fertilisants, des intrants, et le substrat est en train de disparaître. Or, avec la méthanisation, on va dans le sens inverse. Alors voilà, c'est quelques éléments simplement. Moi, je vous invite à aller un peu consulter les sites spécialisés. Ces scientifiques du Conseil scientifique national, etc. Vous trouverez là tous les arguments. Il y a eu dans Reporter pas mal d'articles. Donc, dire la présentation qui était un petit peu idyllique, on va faire du gaz vert, etc. Puis tout va bien. Ah non, c'est pas si simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais pas dans les conditions actuelles. Merci de ces interventions. Il y avait quelqu'un qui avait levé le bras là-bas. Oui, allez-y, monsieur. On va prendre plusieurs. Oui, vous répondrez, mais on va prendre une série de questions et après vous répondrez. Ça sera terminé. Non, vous les oublierez pas. Allez-y, monsieur. D'un côté, il y a plus de pollution, de l'autre côté,
il n'y a plus de théorie de ce côté-là, parce qu'ils sont citoyens. Donc je me demande pourquoi. Merci, je crois qu'on a bien compris la question. Monsieur, allez-y. d'émissions de GES aux États-Unis par le passage au gaz naturel. Le gaz naturel se brûle dans une chambre de combustion, ça fait aussi du CO2, du CO8. Je sais que le gaz, quand on utilise du gaz pour faire de l'électricité, c'est plus rentable. Il y a cet aspect-là. On peut gagner quelques pourcents, mais on ne gagne pas les 20% que vous avez évoqués. L'information que j'ai, moi, concernant la baisse de GES aux États-Unis, c'est 10%. Fortement lié à la crise économique de 2008. Mais non. Alors, je sais pas, ça c'est faux. Non, mais vous pourrez répondre, ne vous inquiétez pas. Il faut mettre un peu d'ordre dans le débat. Ok, on a bien compris les questions. Madame ? Merci. Je vois plus de main qui se lève. Donc, il vous reste chacun 5 minutes pour répondre aux différentes questions. On a un quart d'heure, donc vous avez tout à fait le temps d'y répondre. Allez-y. Moi, je vais bien essayer de répondre aux deux premières questions. L'une sur donc, beaucoup la méthanisation et la deuxième sur la géothermie. Le monsieur qui a parlé, et que je ne sais pas s'il est encore là, je n'ai pas vu. Oui, voilà, merci. Vous avez bien sûr cité le scénario négawatt. Et effectivement, le scénario négawatt, c'est le scénario de référence pour faire 100% d'énergie renouvelable en France, qui, en fait, se base initialement sur une division par 4 de nos consommations d'énergie. Donc en fait, si on veut aujourd'hui faire 100% d'énergie renouvelable en France, il faut d'abord qu'on divise par 4 nos consommations. Donc c'est déjà énorme, c'est gigantesque. Mais une fois qu'on a divisé par 4 nos consommations, on est obligé de développer absolument tous les potentiels d'énergie renouvelable disponibles en France. Sinon, on divise plus notre consommation, mais en fait, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce que vous consommez, essayez de diviser par 4, c'est énorme, et prenez en compte les consommations dues à votre consommation de produits aussi. Donc tout ce que vous consommez, mangez, utilisez, c'est aussi des consommations qui sont prises en compte. Donc aujourd'hui, et je le redis, c'est ce que je disais en début, on n'a pas le choix, on est obligé de développer tous les potentiels d'énergie renouvelable disponibles. Ça veut dire la méthanisation, ça veut dire la géothermie, ça veut dire le photovoltaïque, l'éolien, le bois. Le problème... Alors, je le dis et je me base sur ce scénario négawatt qui est réalisé par l'Institut Négawatt, qui est donc l'Institut des experts en énergie renouvelable en France, et qui ont étudié absolument tous les potentiels. Donc en géothermie, mais bien sûr, mais le problème c'est que vous... Oui, alors donc je vais continuer. Monsieur, j'ai demandé à ce que personne n'interrompe personne. Si vraiment vous pouvez vous poser des questions, on fera après. Oui, mais laissez-moi finir. Vous ne pouvez pas installer du photovoltaïque sur des champs. Vous ne pouvez pas installer du photovoltaïque sur la maison, enfin dans le jardin des gens. Vous ne pouvez pas installer du photovoltaïque partout. De la même façon qu'on ne peut pas mettre de la géothermie partout. On est obligé de faire de la géothermie là où, justement, ça ne va pas faire des tremblements de terre, là où il y a de la chaleur dans le sol, là où ça ne va pas faire des tremblements de terre. Et je vous garantis qu'en Alsace, ils viennent de donner 4 permis de construire pour faire de la géothermie, et là où on peut, on le fait.
et ce sont des excellentes ressources d'énergie renouvelable, et c'est une très bonne chose qu'on puisse le faire. Mais j'insiste, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas une énergie qui va nous sauver, malheureusement. J'en suis la première désolée, parce que ce serait trop facile, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit réaliste. Soit on meurt, tous, l'humanité, soit on passe aux énergies renouvelables. On l'a déjà vu dans les Vosges, les arbres ils sont en train de mourir. On l'a déjà vu chez les viticulteurs. Il y a plein de conférences pendant les 3 jours, qui sont absolument passionnantes sur les impacts du changement climatique. On n'a plus le droit d'émettre de CO2, donc on doit diviser par 4 nos consommations et produire des énergies renouvelables. Et du coup, je suis d'accord qu'il y a plein d'oppositions aux énergies renouvelables, à toutes les énergies, parce qu'on ne peut pas produire de l'énergie sans impact. Ce n'est pas possible. On arrête de consommer, mais on ne peut pas le faire aujourd'hui. Du coup, si on veut continuer dans ce sens-là, il faut qu'on arrive à se mettre, et c'est pour ça que j'insiste énormément, ensemble autour d'une table. Et monsieur, je vous invite à nous rejoindre. On est en train de travailler avec Alsace Nature de façon très forte sur le photovoltaïque au sol et ces choses-là. Il faut absolument qu'on se mette ensemble autour d'une table pour savoir comment développer ces énergies renouvelables pour qu'elles aient le moins d'impact possible. Et je ne dis pas zéro impact, parce que ce n'est pas possible. Mais le moins d'impact possible pour que la méthanisation soit rationalisée, qu'elle soit à la ferme plutôt que de taille industrielle, pour qu'elle soit faite avec les habitants. Parce que vraiment, c'est la seule façon de nous en sortir. Donc allons-y. Vraiment. Merci. Patrick Gaufre. Ouais, donc je vais compléter. Quand on parlait d'énergie décarbonée, en fait, je vous ai parlé d'hydrogène. Donc c'est sûr que l'hydrogène ne possède pas beaucoup de carbone intrinsèquement. C'est vrai que si on arrive à substituer du gaz fossile par de l'hydrogène dans les réseaux, ça fait de l'économie tout de suite de gaz fossile. Quand je vous parlais de décarbonation sur le gaz vert, le bilan carbone du gaz vert, il est de 23 grammes de CO2 au lieu de 234 sur du méthane. On divise par, ça ne représente plus que 10% du carbone, et je trouve que le bilan en termes de carbone par rapport même à de l'électricité est assez intéressant. C'est pour ça qu'on parle, nous, de décarbonation. Ce n'est pas un zéro carbone. Je n'ai jamais dit que c'était une décarbonation totale, mais ça décarbone quand même beaucoup, puisque quand on arrive à des résultats de 10% seulement de carbone émis, c'est quand même assez intéressant pour le bilan global des émissions de gaz à effet de serre. J'espère avoir répondu partiellement à votre question. C'est pour ça que nous, on s'exprime en disant qu'on décarbone cette énergie, parce qu'intrinsèquement, on en retire 90% en favorisant le biométhane. Que dire sur la première intervention? C'est votre avis. Hein. Moi, je respecte ce que vous dites, même si on n'est pas tout à fait d'accord. Moi, je peux vous donner un exemple sur la mobilisation de la méthanisation dans les Vosges, puisqu'il y a une étude de la Chambre d'agriculture qui est sortie il y a 2 semaines. Dans les Vosges, il y a 40 unités de méthanisation actuelles qui sont pour 39 en injection électrique et pour une seule en injection gaz. Je fais la distinction parce que moi, je ne gère que ce qui est gazier. Hein. Mais pour autant, la Chambre d'agriculture, avec ses 40 unités de méthanisation, on pourrait se dire les Vosges sont saturées, il y en a trop, il risque d'y avoir un péril sur la ressource, mais il s'avère que la mobilisation des intrants globaux de toutes les fermes, donc par l'étude de la Chambre d'agriculture, a montré qu'il n'y avait que 12% de mobilisation des intrants sur tout le département pour faire tourner 40 méthaniseurs. Assez souvent, les pourcentages que se donnent les départements, ou en tout cas les pays ou les plans climat quand ils déterminent ça, c'est d'essayer d'aller sur des scénarios à 20 ou 30% de mobilisation d'intrants sur ces unités. Ça veut dire que dans les Vosges, c'est un des départements où il y en a le plus, parce que 40 unités, je pense que c'est le département où il y en a le plus. On ne mobilise que très très peu de ressources. Voilà. Donc moi, c'est en mettre en perspective avec ce que vous disiez sur la mobilisation, sur les cultures céréalières, etc. Ça représente quand même quelque chose de très très faible. Voilà. Et ça, c'est factuel, puisque je dis, ça vient de sortir. C'est une étude qui est commanditée par le conseil départemental et par la Chambre d'agriculture. Donc c'est pas nous qui l'avons faite. Voilà. Sinon, sur le reste, c'est votre avis. Hein. Enfin, moi, je conteste pas. C'est votre façon de penser. Moi, on peut parler, on peut débattre sur ce que j'ai dit avant, sur ce que vous dites. Voilà, enfin, moi, j'ai pas envie non plus de rentrer dans une joute où chacun aura raison. Bon, je respecte ce que vous avez dit, mais enfin, même si je partage pas tout, voilà. Enfin, c'est tout ce que j'avais apporté tangiblement au débat. Voilà. Michel Deset, je vais vous demander de répondre aux questions que vous avez retenues et de faire une conclusion générale, puisqu'on est arrivé
à la fin du temps qui nous était imparti. Oui, il y avait la question alors du gaz aux États-Unis. En fait, c'est très simple. Les États-Unis, en 2005, par exemple, produisaient la moitié de leur électricité avec du charbon. Et puis le reste, ça se partageait entre le gaz, le nucléaire, l'hydroélectricité. Aujourd'hui, le charbon, il est tombé à moins de 25% de la production d'électricité. Et le gaz, ça doit représenter presque 40% aujourd'hui. Et en fait, pour produire 1 kWh d'électricité, avec une centrale à charbon classique, c'est environ 1 kg d'émissions de dioxyde de carbone. Avec une centrale à gaz, là aussi ça dépend, il y a plusieurs modèles, mais c'est aux alentours de 450 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc ça en produit 2 fois moins. Alors c'est toujours carboné, bien entendu. Donc simplement... c'est ce qu'on voit dans les bilans. Vous avez une diminution quand même assez remarquable des émissions, simplement parce que le gaz s'est substitué au charbon. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au Royaume-Uni dans les années 90 aussi, où avec leur gaz de la mer du Nord, à l'époque qui était abondant, ils ont remplacé une partie de leur centrale à charbon avec du gaz. Donc pour terminer, on m'a demandé de conclure. Donc, en tout cas, c'est très bien. On a eu un échange avec la salle assez animé, comme quoi c'est un sujet évidemment tout à fait crucial qui intéresse. On a essayé de vous montrer un peu des approches diverses parce que nous avons vraiment, nous sommes d'horizons, j'allais dire que c'est un peu à la mode en ce moment de dire d'écosystèmes différents. En espérant que ça vous a enrichi. C'est clair que de toute façon les énergies renouvelables c'est un enjeu essentiel, mais il ne faudrait pas sous-estimer, enfin moi c'est ma vision, les difficultés, les problèmes, les contraintes qu'il y a à développer ces énergies renouvelables. Ça ne peut pas se faire si facilement que ça. Et si ça se tient ici au Festival de géographie, parce que c'est que ça m'intéresse moi en particulier, c'est parce que je trouve que c'est un problème géographique dans la mesure où on parle de territoire. C'était ma voisine qui a montré d'ailleurs très bien, je trouve, à quel point faut être un enjeu pour les territoires. Donc c'était tout à fait vraiment le lieu d'en parler en géographie. D'ailleurs, on en parle régulièrement dans ce festival. Il y a quelques années, il y avait eu un thème sur l'énergie, donc ça reviendra, je pense, encore dans les années à venir. Voilà. Alors, en fait, je n'avais pas répondu à la question de la dame là, au troisième rang. Donc, je vais quand même essayer de répondre. C'est un peu difficile. Vous avez mis le doigt là sur effectivement ces enjeux spatiaux. Alors, la difficulté de développer un certain nombre d'énergies renouvelables, notamment les éoliennes, par exemple sur Terre, ça explique pourquoi on essaye d'en faire en mer, finalement. Mais la mer, ce n'est pas un espace vierge non plus, puisque c'est quand même les mers bordières. Donc là, il y a aussi des enjeux avec la pêche. On voit bien en Manche, par exemple. Donc ce n'est pas forcément, si différent que ça des enjeux qu'il peut y avoir sur Terre. Quant aux énergies marines, alors ça c'est quelque chose dont on parle. Moi, depuis que je suis petit, on en parle. de l'énergie des vagues. Alors l'énergie marémotrice, c'est un peu comme la géothermie. On arrive à l'utiliser sur des sites assez particuliers. Il y a quelques grosses centrales marémotrices dans le monde. Donc nous, on avait été pionniers en France avec la Rance. Depuis, les Coréens, la Corée du Sud, ils ont fait beaucoup mieux. Mais finalement, il n'y a pas tant de sites que ça où c'est possible. Et puis, il y a quand même beaucoup de perturbations de l'environnement, là où on construit des centrales marémotrices. Quant aux autres énergies, l'énergie thermique des océans, vous savez, il y a tout un tas de projets là-dessus. Mais pour le moment, ça reste quand même largement des projets. Et par rapport aux enjeux dont parlait aussi ma voisine, où on a quand même une sorte de course contre la montre pour essayer de faire baisser les émissions et en recourant à des énergies renouvelables, le problème, c'est que les technologies là qui sont encore finalement testées pour capter l'énergie des océans, d'ici à ce que ça se développe à une échelle significative, ça ne va pas quand même se faire du jour au lendemain. Vous voyez bien. C'est un peu la difficulté d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, de prédire l'avenir, de prévoir un peu ce qui peut se passer. C'est très compliqué parce qu'on voit qu'il y a des technologies qui sont arrivées à une maturité en quelque sorte, donc qui peuvent se développer
à assez grande échelle. D'autres qui, alors peut-être aussi faute de financement, hein, il y a tout un tas de raisons des fois aussi qui l'expliquent, mais qui se développent pour le moment beaucoup plus lentement. Donc après, c'est très difficile de savoir quelle technologie va vraiment émerger là, dans les 10 ans à venir, par exemple. Hein, c'est un sujet fort complexe. Voilà. Merci à autres participants, merci à vous d'être venus, d'avoir écouté, d'avoir participé. On a pu vérifier encore une fois que ce sujet ne s'épuise pas en 1h30 et que le débat continue. Je vous souhaite une bonne continuation pour le Festival international de géographie et une bonne fin de journée.